Hello! Bienvenue à toutes et dites-moi déjà si vous m'entendez bien, si vous me voyez. Normalement, vous voyez pas encore mon écran, mais ça va pas tarder. Moi, je t'entends et je te vois bien. Salut. Super, salut Clémence. Parfait. Ok, on est déjà bien parti. On va attendre 5 petites minutes que tout le monde puisse se connecter. Je sais qu'il y en a qui avaient des rendez-vous ostéo, par exemple, avec leurs chevaux. Donc, le temps de rentrer. Super. Salut Laura, salut Stéphanie. Alors, est-ce que vous voyez mon écran cette fois? Dites-moi si c'est bon pour vous aussi. Et si c'est bon, ça voudra dire que tout fonctionne. Yes, super. Bon, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat au fur et à mesure. Si vous voulez, vous pouvez allumer vos caméras, sinon il n'y a aucune obligation. Pendant la masterclass, je vous demanderai de fermer vos micros. Mais si vous avez une question, n'hésitez pas à prendre la parole. Il n'y a aucun souci. On gardera un temps d'échange. Il n'y a pas de souci pour ça. Ça doit rester un moment convivial. Vous pouvez prendre des notes, il n'y a aucun problème. Je sais qu'il y a des fans de carnet par ici. Et le chat est là pour poser toutes vos questions. Je les verrai au fur et à mesure. Donc, lâchez-vous. Salut Anne-Claire, comment tu vas? Je vais anticiper un petit peu sur le webinaire, mais n'hésitez pas à vous présenter et à me dire, bah voilà, si vous avez des chevaux, des poneys, je sais qu'il y en a aussi quelques-uns ici, à me dire, voilà, ce que vous avez à la maison, quel est votre partenaire et comment il vit. Est-ce qu'il vit au pré, au box, en box paddock? Dites-moi tout ça. Vous allez voir, ça prend du sens sur la suite du webinaire, parce que je vais vous partager une petite étude sur le sujet, notamment sur le thème des vacances. Et toi, et toi? Eh bien, moi, ça va. C'est les 10 premières minutes de stress, le temps de lancer le webinaire, je vous cache pas. Mais c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous. En plus, vous êtes déjà actifs dans le chat, donc on sait que ça va être un bon webinaire, une bonne masterclass. Et je vous ai préparé des outils pratiques que vous allez pouvoir utiliser direct avec vos chevaux. Donc, vous allez voir, ça va être super cool. On va passer une bonne soirée tout ensemble. Magnifique jument de 5 ans au pré-entrepôt. Je confirme sur le magnifique jument. Yeah, ma Marine avec Nomade. Je suis sûre qu'il y en a qui la connaissent par là. Honnête Club, ouais, qui vit maintenant en équipiste. C'est le top, ça. D'ailleurs, il y en a de plus en plus qui vivent en équipiste, hein. J'ai le mien qui vit en équipiste. Il me semble que Clémence, Jade, elle vit en équipiste aussi maintenant. Nomade aussi. C'est cool, ça se développe cet hébergement-là. Stéphanie, anglo-arabe de 15 ans qui vit auprès avec 3 copains. Bien aussi, ça. Donc, globalement, vous avez plutôt des chevaux qui vivent auprès. Donc, c'est cool. Est-ce que vos chevaux ont des périodes de vacances? Dites-moi ça. Ou est-ce que vous partez en vacances et comment vous abordez la rentrée?
On va encore attendre 5 petites minutes et puis on sera parti. Laura, celle française de 19 ans et un petit Shetland de 4 ans qui vivent tous les deux auprès. Trop cool ça. C'est bien du poney aussi. On n'en parle pas, c'est des poneys. Pause de 1 mois et demi pour Anne-Claire et Manaléa. Et c'est la rentrée à cheval. Et oui, ça va être le moment là. C'est la rentrée scolaire, mais en général, c'est aussi la rentrée en club, en équitation, la reprise des cours, pour ceux qui en prennent. On n'est plus trop dans la saison de concours, mais il y en a encore quelques-uns là. C'est le moment en général où on veut se faire des sorties, parce que c'est après, il va y avoir toute la période un peu moins cool. On va rentrer dans la mauvaise saison, donc c'est le dernier moment pour faire plein de trucs cool. Vacances après la moite de presque 1 mois pour Nomade. Chacun de son côté, les vacances. Clémence, stressée comme d'hab. Ouais, c'est toujours un moment, on va en parler du stress de la rentrée et pourquoi c'est stressant, pourquoi ça peut influencer la relation et comment on fait pour pas le subir. Pauline, après une mise à jour qui arrive, me voilà. Salut Pauline. Émilie, hongre de 16 ans qui vit au Pré avec 3 copains aussi. Pas de vacances en tant que telles, mais une activité très calme. Mais la gestion du poids pendant ces périodes-là. Ouais, on va pas trop en parler de la gestion du poids, mais en tout cas, on va parler de la charge mentale quand on est propriétaire. Et justement, quelques clés pour pouvoir gérer ça, parce que c'est pas forcément évident ni pendant les périodes de vacances, parce qu'on va encore en avoir quelques-unes quand même d'ici la fin de l'année, et pendant qu'on reprend le travail, avec des échéances qui vont arriver aussi, tout ça, ça dépend des boulots que vous avez, mais on va en parler de tout ça, de la charge mentale, ouais. Salut Chloé! Ok, eh bien, on va pas tarder à se lancer. Bon, donc vous me confirmez, tout le monde voit bien mon écran, préparez ça à rentrée équestre sans s'oublier, et vous m'entendez toutes bien, personne n'a de bug, tout va bien. Et gros test qu'on a déjà eu, est-ce que si je change de page, oula, est-ce que vous voyez le changement de page? Oui, super, on n'a vraiment aucun bug ce soir, parfait. Donc, petit sommaire de ce qu'on va aborder dans cette masterclass. Je vais faire une petite intro sur la notion de vacances et de rentrée pour qu'on parle bien de la même chose et qu'on voit finalement à titre perso, parce que ça nous influence aussi, et à titre équestre, si je puis dire, comment on peut finalement gérer cette période-là. Je vais vous donner 3 clés qui vont être plus ou moins concrètes en fonction de comment vous allez vous les approprier. La première clé, ça va être lister ses besoins et prioriser. Mais on va aller un peu plus loin que la to-do list. La deuxième clé, ça va être revoir ses objectifs et s'organiser. Pour ça, je vais vous donner un outil clé en main. Et la troisième clé, ça va être gérer son énergie pour tenir toute l'année. C'est aussi ça qui vous va permettre de gérer les émotions. Donc, on va aborder ce point-là. Et je vous ferai une petite conclusion, une petite ouverture sur la formation dont vous avez déjà sans doute un peu entendu parler. Mais on va surtout se concentrer sur ces 3 clés aujourd'hui. C'est parti. Et je vais vous inviter pour commencer à vous questionner sur cette notion de vacances et de rentrée. Parce que là, bon, il y a eu les vacances d'été. Qu'on parte en vacances ou pas, finalement, c'est une période qui est attitrée comme période de vacances et qui change quand même un peu nos quotidiens parce que autour de nous, les choses bougent, etc. Pour nos chevaux, ça peut changer des choses aussi. Euh, et donc finalement, qu'est-ce que ça va impacter concrètement dans notre quotidien? Concrètement, les vacances, d'un point de vue, selon le petit Larousse,
c'est une cessation des activités ordinaires. Donc ça va être une rupture dans les habitudes. Ce qui nécessite déjà de définir quelles sont vos habitudes. Combien de fois par semaine vous allez voir votre cheval? En temps normal, dans vos habitudes, quand tout va bien. Ça va être quelles activités vous faites avec votre cheval, pareil, dans vos habitudes, qui sont pas toujours celles qu'on a envie de faire d'ailleurs. Des fois, on se met quelques limites. Est-ce que vous avez une routine de soins, de travail, de détente avec votre cheval? Et est-ce que cet ensemble d'habitudes-là, il évolue au cours de l'année? Par exemple, entre l'été et l'hiver. Parce que finalement, la rentrée, elle vient aussi se poser entre ce changement de saison-là qui va bientôt nous arriver. En général, vos habitudes, elles changent un peu. Si elles ne changent pas, c'est que vous avez toutes les infrastructures pour ne pas vous poser de questions ou que vous pouvez aménager vos horaires de travail. C'est pas le cas de tout le monde. Et la deuxième question, c'est quelles sont les habitudes de votre cheval? Parce que on oublie quand même un peu que notre cheval a une vie sans nous. Et ça, ça compte aussi. Donc, comment votre cheval vit au quotidien? C'est pour ça que je vous posais la question. Est-ce qu'ils sont en groupe, au pré, au box paddock, etc. Parce que typiquement, les chevaux qui sont au box paddock, en général, les heures de sortie changent entre la période de vacances et la période de rentrée. Si ils vivent au pré avec des copains, en général, ça change pas trop, mais du coup, vous pouvez vous poser la question de quelles sont les habitudes de votre cheval, son budget temps, à quel moment il se repose, à quel moment il va s'abriter, à quel moment il va aller manger, etc. pour voir par rapport à vos habitudes, comment les deux vont venir s'imbriquer. Et pareil, est-ce que ces habitudes-là, elles changent d'un moment à un autre, en fonction de la saison, en fonction de la période de vacances, etc. Une fois qu'on a dit ça, je vais vous présenter une petite étude qui va permettre de se questionner sur cette notion de vacances. C'est une étude de Alice Rué, sous la direction de Léa Lansade, sur justement l'implication des vacances dans le quotidien et dans le bien-être du cheval. Est-ce que ça leur fait du bien à eux de partir en vacances? Question sous-jacente, est-ce que vous, ça vous fait du bien de partir en vacances? Donc, on a pris un ensemble de chevaux qui vivent au box avec des sorties quotidiennes. On les a mis au pré pendant la période estivale et on les a remis au box comme à leur habitude. Ce sont des chevaux qui vivent dans ce mode d'hébergement-là depuis leurs 3 ans et ça allait jusqu'à entre 6 et 20 ans, je crois, l'étude, sur une soixantaine de chevaux. Les chevaux qui allaient au pré en vacances étaient par groupe de 6 à 8 sur 5 hectares. Sachant que les chevaux qui, eux, restaient au box avaient 9 kilos de foin par jour, 4 repas et des sorties quotidiennes. Donc, on est quand même pas si mal. Maintenant, je vais vous présenter les résultats. Je vous laisse juste 1 ou 2 minutes pour vous poser la question à quoi vous vous attendez dans le bien-être du cheval. Est-ce que vous pensez que le fait d'emmener vos chevaux, enfin les chevaux en tout cas ceux-là, en vacances, ça leur a permis de se sentir bien? Et est-ce que ça leur a permis d'accéder à un bien-être sur la durée ou pas? C'était un peu tout l'enjeu de cette étude-là. Est-ce que les vacances font du bien? Ok, intéressant. La routine, ça rassure, donc pas forcément. Ok. Changement trop brusque, peut-être. Ouais, ça peut être une question. Le retour en boxe, est-ce que... Ouais, effectivement. Est-ce que le bénéfice des vacances, s'il y en a, perdure sur le retour au boxe? C'est une bonne question. Ok. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Il y a 4 critères principaux qui ont été observés sur justement cette notion de bien-être, pour pouvoir l'évaluer de manière plutôt objective, parce que là, on est dans le contexte d'une étude scientifique. Donc, on va s'intéresser à des critères objectifs et observables pour évaluer, quantifier ce bien-être. Le premier critère, c'est les stéréotypies. Donc, c'est hyper intéressant d'un point de vue comportemental parce qu'une stéréotypie, c'est justement un comportement répétitif qui n'a pas de but en lui-même. En général, une stéréotypie, ça vient se substituer à un besoin.
on se rend compte que les deux groupes contrôle, donc là, je vous ai mis le groupe qui va... Ah, j'ai pas mis la légende, tiens. Bien joué, Émilie. Le groupe qui est au box est en violet et le groupe qui va au pré est en jaune. On part d'à peu près la même chose. On se rend compte que quand on les met au pré les 5 premiers jours, la stéréotypie disparaît. Ça perdure dans le temps, puisqu'après 20 jours au pré, donc à peu près un mois, il n'y a toujours pas de stéréotypie. Un cheval au pré n'a pas de tic. Super bonne info, ça veut dire que leur bien-être augmente réellement quand on les met en vacances au pré. Par contre, effectivement, quand on les remet au box, les 5 premiers jours, les stéréotypies augmentent énormément et significativement. Donc là, on a des signaux de mal-être dès le retour des vacances et là, quasiment la première semaine. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ce mal-être perdure. C'est-à-dire que plus de 3 mois après, le niveau de mal-être des chevaux qui sont partis en vacances est toujours plus élevé que le niveau de bien-être des chevaux qui ne sont pas partis du tout en vacances. Donc, on est d'accord que cette étude-là a des limites parce qu'on part de chevaux qui vivent au box. Cependant, on est sur finalement un environnement classique pour les chevaux et même presque optimal par rapport au box, puisque finalement, ils ont quand même une alimentation relativement équilibrée et adaptée, des sorties quotidiennes, donc en termes de mouvement, on est pas mal. Ce que je vous ai pas mentionné, c'est qu'ils ont quand même du contact minimum visuel avec les congénères, voire un peu tactile ou olfactif. Donc, ils ne sont pas isolés au box. On est sur des conditions idéales par rapport à ce mode d'hébergement-là. Et pourtant, ça ne suffit pas à expliquer cette transition. Sur les autres critères qui ont été observés, les comportements agressifs ne sont pas significatifs. On n'a pas d'évolution finalement, que ce soit sur les chevaux au box, sur les chevaux qui sont sortis au pré, avant, après, ça change rien. Donc, le rapport à l'humain n'est pas impacté par le fait de partir en vacances. Ça, c'est assez intéressant parce que quand vous partez en vacances en laissant vos chevaux dans leur pré avec leurs copains, souvent vous culpabilisez un peu de vous dire on va plus avancer, on va pas progresser, quand il va m'oublier, on va perdre un peu de notre relation. A priori, en fait, non. Non. Il fait sa vie, ok, ça change ses habitudes, mais en tout cas, il devrait pas vous en vouloir et il devrait pas y avoir de comportement vis-à-vis de l'humain qui change par rapport à ça. On a aussi regardé dans cette étude la posture de retrait. Et là, on a un changement qui est significatif sur 2 niveaux et à 2 moments clés. La posture de retrait, c'est un peu une posture de repli où le cheval va devenir un peu insensible à son environnement. On pourrait l'associer à une forme de dépression. Et sur les chevaux qui sont partis en vacances, on l'a observé les 5 premiers jours et on l'a à nouveau observé les 5 premiers jours où ils sont au box. Donc, quand ils retournent au box, on a les stéréotypies qui montent en flèche, plus la dépression qui apparaît. Mais cette dépression-là, elle arrive aussi les 5 premiers jours du changement. Et ça nous montre que réellement, le changement, c'est compliqué pour les chevaux. Que disait Anne-Claire tout à l'heure, et je suis complètement d'accord. Les chevaux sont des animaux routiniers. Dès qu'on va casser cette routine, on va avoir des nouveaux comportements qui vont apparaître pour essayer de compenser, retrouver un état d'équilibre. La posture d'alerte, donc une forme d'hypervigilance, de surveillance, elle est amplifiée au pré et surtout au box. Au pré, elle est amplifiée un peu tout le temps, mais ils retournent vivre en extérieur, on s'y attend globalement, mais elle redescend après la première semaine de retour au box. Donc au box, on observe globalement une posture d'alerte moins forte qu'au pré. Ça, c'est vraiment les 3 facteurs qu'on peut, enfin les 4 facteurs du coup avec la stéréotypie qu'on peut observer et qui vont être assez intéressantes. Ce qu'on peut conclure de cette étude-là sur les vacances, et là j'extrapole un petit peu, je sors du contexte de cette étude précise, c'est que le changement, ça reste un bouleversement. Dans le versant positif et dans le versant
négatif. Même quand on fait les choses pour le mieux, on la voit avec la posture de retrait, bah, c'est difficile pour eux. Et évidemment, quand on va vers un changement moins bon, bah, c'est encore plus difficile. Mais même pour le mieux, bah, ça reste un bouleversement, il faut un temps d'acclimatation. Le mieux est l'ennemi du bien. Plus on veut en faire, plus c'est compliqué pour eux à intégrer. Ça, c'est important. Et il faut essayer d'anticiper, de voir les choses dans leur globalité avant de prendre une décision. Là, je vous ai donné l'exemple de cette étude-là, finalement, ce qui semble pas être trop votre cas. Vous n'avez pas trop de chevaux qui vivent en boxe, et c'est pas plus mal. Mais ça montre que souvent, les gens qui veulent partir, qui veulent envoyer leurs chevaux en vacances, c'est pour leur bien. Il y a un peu d'anthropomorphisme, oui, mais c'est surtout pour leur accorder un moment de répit, un moment de mieux-être. Et finalement, on se rend compte que bah, sur la durée, c'est encore pire. Donc, il faut vraiment voir dans sa globalité parce que cette logique-là de vouloir le mieux, ben, c'est pas toujours celle qui est le plus durable et qui amène le plus de bien-être pour les chevaux. Ok, c'est bien gentil, merci Émilie. Les vacances, finalement, c'est pas si cool que ça. Ben, comment on fait pour préparer sa rentrée, du coup? Je vais vous donner les 3 clés. Est-ce que déjà, sur cette étude-là, vous avez des questions ou est-ce que c'est bon pour vous? Même pour voir comment vous pouvez transposer cette étude, si vous avez des questions, j'essaie de vous donner quelques, quelques extrapolations, mais si vous voyez des cas un peu plus particuliers, n'hésitez pas. Super clair, RAS. Merci, c'est clair. Je prends le train en cours de route, mais j'ai compris. Super, Alexia. Ok, et ben on va rentrer dans le vif du sujet, du coup, avec la préparation de la rentrée. Donc, vous l'avez compris, le but, c'est déjà de commencer par définir des habitudes. Est-ce que vos habitudes, elles correspondent bien à ce que vous avez envie de faire avec votre cheval? C'est pas toujours complètement le cas. Des fois, on se fait un peu rattraper par le quotidien et la rentrée, c'est le bon moment pour se poser cette question-là et mettre des habitudes en place qui vous correspondent vraiment et qui sont vraiment épanouissantes. Je vous l'ai dit, la première clé, c'est de lister ses besoins. Ses besoins en tant que cavalière et les besoins de son cheval. Ses besoins en tant que cavalière, en tant que propriétaire, en tant qu'humaine, en tant que gardienne, de manière globale. T'as quelque chose à rajouter, Tini? Je sais pas si vous l'entendez, mais du coup, j'ai mon chien qui participe à l'animation du webinaire en fond. Donc, une méthode très efficace pour lister ses besoins, c'est la to-do list. Mais la to-do list en elle-même, elle va pas suffire. Les filles de Tego, vous connaissez déjà un peu l'idée, parce que je vous l'ai déjà présenté en webinaire, mais un petit rappel, ça fait jamais de mal. Première étape, listez toutes les actions du quotidien, même celles qui vous semblent évidentes. Préparer le repas, par exemple. C'est un truc auquel on ne pense pas, et ça marche pour soi et pour son cheval. Notamment si vous avez, par exemple, des rations à faire tremper. Bah, ça prend du temps. Donc, il faut le compter. Si vous avez un cheval qui mange lentement, qui a un régime adapté, sur lequel il faut faire des soins, tout ça, il faut le compter. Parce qu'il va falloir l'intégrer dans vos habitudes, dans votre routine. L'idée de cette to-do list, c'est d'avoir une to-do list améliorée, qui vous serve vraiment, et pas juste à cocher une case, mais qui vous serve à identifier vos besoins, et on va le voir dans la clé d'après, à les organiser pour justement perdre moins de temps, moins d'énergie. Une fois que vous avez fait cette liste de tâches quotidiennes, et là on est vraiment sur le quotidien, pas sur les trucs exceptionnels, vous allez mettre à peu près combien de temps ça vous prend de le faire. Et à côté de cette durée, vous allez mettre votre motivation. Je vous donne un exemple. Imaginons, j'ai un cheval, il faut que je lui prépare sa ration, j'ai plusieurs trucs à mettre dedans parce qu'il a des besoins métaboliques particuliers, etc. Ça me prend du temps à le faire, mais en soi, pas tant que ça. Donc, imaginons, bah, je sais pas, je mets 10 minutes pour préparer sa ration. Par contre, ça me motive pas du tout. C'est un truc qui m'emmerde. Bah, ma motivation, elle va être très faible. Donc, ok, ça me prend pas de temps, mais en même temps, ça me motive pas non plus.
Du coup, à côté, je vais pouvoir mettre l'énergie que ça me prend. A priori, si ça me prend pas beaucoup de temps, mais que ma motivation elle est faible, ça va pas me prendre trop d'énergie. Mais ça, c'est propre à chacun. Et on en reparlera dans la troisième clé pour que vous puissiez mieux remplir cette partie-là. Inversement, une autre personne pourrait dire, bah ouais, ça me prend pas de temps, mais enfin moi, ça me prend plus de temps parce que du coup, mon cheval, il mange super lentement, donc il faut que je reste une demi-heure avec lui. Mais par contre, ça me motive trop parce que j'ai l'impression de vraiment prendre soin de lui et que c'est un moment privilégié. Bah, du coup, là, on a le cas inverse de ça prend beaucoup de temps, mais c'est hyper motivant. Bah, peut-être que du coup, bah, pareil, ça prendra pas beaucoup d'énergie. Ou au contraire, rien que le fait de prendre ce temps-là, eh ben, ça fera perdre de l'énergie, même si c'est motivant. Et donc, vous allez pouvoir prendre en compte non seulement le fait que, bah oui, il y a des choses à faire dans le quotidien, mais que ces tâches-là, elles sont pas toutes égales. Parce que souvent, on a tendance à considérer que, bah, il suffit de cocher une liste de cases et puis qu'après, c'est fini. Ben, pas exactement, parce que du coup, vous prenez pas en compte la charge mentale que ça représente. Et l'idée de la to-do list, c'est pas juste de se débarrasser des choses, c'est de se débarrasser de la charge mentale qui va avec. Donc cet outil-là, il est vraiment conçu, pensé pour retirer pas juste la tâche, mais la charge mentale qui est associée à cette tâche. Est-ce que ça vous paraît suffisamment clair, cette idée de to-do list un peu améliorée? Et est-ce qu'il y en a qui se sentent de l'utiliser dans leur quotidien? Oui, mon chien. Mais on te voit pas. Tu veux participer? Je vous ai perdu. Ce que vous pouvez faire, c'est lister vraiment, faire deux to-do list. Une pour votre cheval, une pour vous. Et voir comment vous pouvez agencer ces deux parties-là. Ok, c'est clair pour vous. Ça marche. Ouais, peut-être que tu vas l'utiliser en faisant deux. Ça marche. Pour le coup, c'est un truc, ça prend un peu de temps à faire au début. Une fois que c'est fait, vous aurez vraiment plus du tout. C'est une perte de temps sur un moment et c'est le bon moment en général à la rentrée parce que vous n'êtes pas encore complètement prise dans des habitudes, dans des routines, etc. C'est le moment de les modifier un petit peu. Donc, si vous voulez les rajuster pour qu'elles soient plus justes pour vous et que vous soyez plus sereine, franchement, prenez ce petit temps-là. Ça va demander un peu de réflexion, mais c'est clair. Ouais, alors, t'as peut-être pas encore trop l'habitude des webinaires, mais avec Waireki, ça fait toujours bien cogiter. Besoin, nourrir 15 minutes, motivation, plus, c'est ma drogue de l'avoir une fois par jour, donc assez facile à réaliser. Super. L'habitude des to-do list, pourquoi pas l'agrémenter? Ouais, franchement, je te jure que ça va changer ta vie. Je vais aller ouvrir à mon chien et je reviens tout de suite pour vous présenter la deuxième clé. C'est quoi les cuillères? On va en parler dans la troisième clé. C'est vraiment le truc qui va vous aider à gérer votre niveau d'énergie. Je te donne un exemple. Tu fais ta to-do list et ça va te permettre de t'organiser un peu mieux. Ça va être la deuxième clé. Les trois clés que je vous présente ce soir, en fait, elles sont super liées. Si dans ta routine, tu mets d'abord toutes les tâches qui te coûtent aucune énergie, mais que tu en as plusieurs comme ça, à la fin de ta journée, il te restera plus rien. Plus de cuillère, donc plus d'énergie. Résultat, tu vas avoir de la frustration qui va arriver, et c'est peut-être le moment où tu vas t'énerver contre ton cheval parce que bah, il mange pas assez vite, parce qu'il en a foutu par terre, parce qu'il donne pas bien les pieds, alors qu'il y a un abcès qu'il faut soigner, etc., etc. Alors que si tu as géré à l'inverse, c'est-à-dire que tu vas mettre les tâches qui te coûtent le plus d'énergie en première, peut-être que tu vas intercaler celles qui sont les plus longues et que tu vas garder les plus motivantes pour la fin, bah, du coup, tu vas pouvoir mieux gérer et ton énergie et tes émotions. Et t'anticipes un peu. Ok. Une fois qu'on a fait cette to-do list, le but, c'est de réussir à l'organiser. Le but, ça va pas juste être de cocher des cases, comme j'ai dit, mais vraiment d'aller créer une routine, une habitude
qui nous coûte pas d'énergie, qui soit pas frustrante et qui soit saine pour son cheval. En gros, d'être la gardienne un peu parfaite, quoi. Pour organiser, il faut apprendre à prioriser. Je suis sûre que quand vous allez faire votre to-do list, vous allez vous retrouver, soit vous allez pas quoi savoir noter, et une fois que vous saurez quoi noter, elle va être interminable. Donc, il faut prioriser. On ne peut pas tout cocher sur sa to-do list tous les jours, et c'est OK. Mais pour que ça génère pas de frustration et que du coup, ça vienne pas augmenter cette fameuse charge mentale, eh ben, il faut prioriser. C'est aussi ce qui va faire que vous allez garder autant de temps que vous en avez besoin pour être avec votre cheval, pour partager des bons moments, que autant de temps pour vous, en tant que personne, en tant qu'humaine. Parce que si vous ne prenez pas soin de vous et que vous sacrifiez tout votre temps libre à votre cheval, il y a un moment, ça va se répercuter sur la relation. Prendre soin de soi, c'est le meilleur moyen de prendre soin d'eux. C'est une petite phrase que celles qui ont l'habitude des webinaires et les membres de Tego connaissent par cœur, mais je la répète et je la redirai autant de fois que nécessaire. Prendre soin de soi, c'est le meilleur moyen de prendre soin d'eux. Donc, la matrice Eisenhower, c'est une matrice où finalement on va couper sa feuille en 4. On va classer par urgence et niveau d'importance. Ça va être nos 2 facteurs. Et en fonction de ça, bah, du coup, on va avoir 4 cadrans qui vont nous permettre de trier des types de tâches et de savoir comment les prioriser les unes par rapport aux autres. Dans la catégorie urgent et important, donc en haut à droite de votre écran, de votre petit cadran, vous aurez tout ce que vous devez faire rapidement. Ça va vraiment être les tâches prioritaires. Je vous donne un exemple. Là, on va arriver à l'automne. Vous allez avoir les copros à faire ou les vermifuges en fonction de comment vous organisez. Il y a un moment où ça va devenir et urgent et important. Donc, il faudra le faire tout de suite. Ou en tout cas très rapidement. En haut à gauche, vous aurez les cases urgentes, mais pas importantes. Donc, c'est les choses à faire tout de suite, mais finalement qui sont peut-être moins importantes que d'autres. Typiquement, ça va peut-être être préparer la ration de son cheval tous les jours. Ça, c'est urgent. Vous ne pouvez pas le reporter à demain. Il faut qu'il mange aujourd'hui. Mais c'est pas le plus important dans votre to-do list par rapport à d'autres tâches. Ça va être toutes les tâches qu'il va falloir essayer de déléguer. Peut-être que vous n'allez pas le déléguer tous les jours, mais il va falloir, en tout cas dans votre organisation, trouver un moyen de le déléguer pour vous décharger. Parce qu'il faut que ce soit fait tout de suite, mais qu'en même temps, c'est pas prioritaire. C'est pas là où vous devez mettre votre énergie, là dans l'instant T. Quand j'ai une idée en tête, j'ai l'impression que c'est urgent et important. Ouais, et dans ce cas-là, il faut se poser. Est-ce que si tu le reportes à plus tard, ça va influencer la tâche en elle-même? Par exemple, donner la ration, oui, ça va changer quelque chose dans le bien-être de ton cheval. Si tu ne le donnes pas aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Le CMV, par exemple, c'est tous les jours. Tu peux pas juste la doubler le jour d'après. Ça marche plus. Pareil, la copro, si tu l'as fait dans 6 mois, tu n'auras pas le même résultat que si tu l'as fait là à la bonne période. Donc ça, c'est des tâches urgentes. Par contre, prévoir la prochaine balade, que tu la fasses maintenant ou dans 2 mois, a priori, ça n'a pas changé grand-chose. Donc ça, c'est pas urgent. Pareil, appeler l'ostéo, si tu n'as pas de blocage, c'est juste du contrôle, c'est pas forcément urgent. Ça peut être important, mais pas forcément urgent. Ça va pas changer la valeur de la tâche ou de l'activité que tu dois prévoir parce que tu la décales dans le temps. Il faut vraiment essayer de te remettre dans est-ce que le fait de le déplacer dans le temps, ça change ce que je vais avoir. Du coup, tu vas te retrouver avec les tâches en bas de ton cadran à droite qui vont être importantes, mais pas urgentes. Typiquement, je te donne l'exemple de l'ostéo, les tâches peuvent bouger. Il y en a qui vont être pas très très importantes, mais peut-être un peu plus urgentes. Tu vois, tu as tout un cadran dans lequel tu vas pouvoir les placer et tu vas pouvoir essayer de les positionner comme ça. Moi, j'aime bien prendre une feuille de brouillon dans laquelle j'ai fait ma petite to-do list et puis après, je les numérote et j'essaye de les placer un peu. Et en fonction de ça, je vois dans quel cadran c'est et je me dis, ok, je me prends plus la tête, je sais ce que j'ai à faire.
Quand vous vous retrouvez avec des to-do list, pour les grandes fans des to-do list, et que vous avez des to-do list de to-do list, c'est qu'il faut arrêter de faire des listes. On reprend la matrice Eisenhower et vous allez voir, ça va changer votre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, important, pas urgent. Typiquement, ça va être tous les rendez-vous veto ou en tout cas de soins, mais où il n'y a pas de motif, il n'y a pas de pathologie, il n'y a pas de problématique. Et dans la case en bas à gauche, on a ce qui est ni urgent ni important. Pas de bol, en général, cette case-là, c'est les loisirs. Donc, quand c'est ni urgent ni important, on ne le met pas de côté, on ne l'oublie pas. Juste, ce qu'on va faire, c'est le délaisser quelque temps. Quelque temps. Le temps de faire les autres. Donc, je récapitule. Quand c'est urgent et important, c'est la priorité. On met son énergie dedans. Quand c'est urgent, mais pas important, on va essayer de déléguer. Quand c'est important, mais pas urgent, on va essayer de le programmer. Comme ça sera fait, mais on sera tranquille. Et quand c'est ni urgent ni important, on le met un petit peu de côté, et en général, ça va beaucoup mieux. Alors, Pauline nous donne un super exemple. Acheter un van, moi je trouve ça urgent et important. Mon mari me dit que ça va dans la case ni urgent ni important. Pourquoi est-ce que tu veux acheter un van? C'est tout l'intérêt de la to-do list. C'est de se dire, finalement, ok, vous avez une liste de tâches, mais pourquoi vous les mettez dans votre to-do list? Ça, vous aurez la réponse en fonction de vos habitudes. Est-ce que ça s'intègre dans une routine, dans un besoin que vous avez dans votre quotidien? Si ça s'intègre pas dans un besoin, bah c'est ni urgent ni important. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Ça veut juste dire qu'il y a d'autres choses qui viennent un peu avant. Et en général, comme dit, bah, c'est toutes les cases de loisirs. Si tu achètes un van parce que tu as envie de sortir en rando plus régulièrement, ça rentre dans la case ni urgent ni important. Si tu achètes un van parce que tu sais que tu as des examens cliniques à faire dans le mois qui arrive et que ça t'aide à gérer ton budget, etc., bah peut-être que là, ouais, c'est la case urgent et important. Et peut-être qu'au fil du temps, ça va bouger un peu. Peut-être que ça va passer dans la case important mais pas urgent. Et dans ce cas-là, il faudra le programmer. Commencer par passer le permis BE, par exemple, etc., etc. Mon mari jubile. Faut pas les laisser regarder les webinaires en même temps, hein. Et le besoin de tout contrôler. Ouais, en général, vous allez vous arranger pour qu'il n'y ait rien dans la case ni urgent ni important. Mais faites-le dans l'autre sens. Plus vous avez de choses dans la case ni urgent ni important, plus vous avez l'opportunité de vous organiser comme vous voulez. Le but, c'est de mettre le moins de choses possible dans les 3 autres cases, parce que ces cases-là, ça sera vraiment celles qui vont vous charger mentalement. Surtout si vous casez tout dans urgent et important, ça veut dire que vous avez beaucoup de choses à penser tout le temps et que vous ne vous autorisez jamais à rien oublier. Là, vous allez finir épuisé. Et le but, c'est pas de finir en burn-out parce qu'on est propriétaire et qu'en plus on a d'autres choses à gérer. Donc, a priori, vous avez la même charge pour tout le reste. Donc, au contraire, on en met le moins possible. On met vraiment que l'essentiel. Ce qu'on peut, on le délègue. Là, vous allez me dire, oui, mais il faut avoir des gens de confiance, etc. Oui, effectivement. Et le reste, on essaye de le programmer. S'organiser, c'est important aussi. Est-ce qu'il y a des questions sur la matrice Eisenhower, sur comment on peut l'utiliser? Et si vous voulez des exemples, on a fait celui du van là par exemple, mais si vous voulez en faire d'autres, parce qu'il y en a qui vous posent question, n'hésitez pas. C'est tout à fait moi ce que tu viens de dire. Je vois pas de quoi tu parles. C'est des cas assez communs en fait. Et en tant que femme, on a d'autant plus cette charge-là de devoir tout maîtriser parce qu'on nous apprend à être le plus en contrôle possible. Sur les émotions, ça pourrait être dangereux. C'est pas très bien vu non plus. Hyper top comme, hyper top comme concept. Alors clairement, c'est pas moi qui l'ai inventé. Moi, j'ai juste transposé au fait d'être propriétaire. Ça, c'est un outil de management à la base, donc rien à voir.
Mais il y a pas mal d'outils comme ça, finalement, qui sont applicables dans la vie du quotidien et d'autant plus dans la gestion du cheval. Juste, il faut faire un petit exercice de traduction qui n'est pas toujours évident. Pas de questions, pas d'exemple? Si vous voulez en profiter, c'est l'occasion. Comme ça vous fera moins réfléchir après. Et ben, on est reparti alors. Bon, une fois qu'on s'est organisé, on a notre to-do list, on est capable de l'organiser à peu près, il faut définir ses objectifs. J'aurais presque pu le mettre au début, parce que, comme on l'a vu dans l'exemple du van, quand on bloque un peu sur un thème, c'est ça qui va faire qu'on va le faire passer d'une catégorie à une autre. Et c'est ce qui va faire que la case ni urgent ni important, on va pas la délaisser. On va pas complètement l'oublier, on la met juste de côté le temps de gérer le reste. Donc, revoir ses objectifs, bah pareil que tout à l'heure, je vais vous présenter un super outil pour ça. C'est la méthode SMART. Avant de rentrer dans le dur, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de reconnecter avec votre rêve de cavalière. Pourquoi vous avez un cheval? A priori, c'est pas pour rien. Il a un rôle à jouer auprès de vous. Une fois que vous avez cette image-là en tête, le mieux, c'est de la verbaliser parce que ça vous oblige à vraiment rentrer dans le détail. Et souvent, on a fait l'exercice avec les membres de Tego et je l'ai fait avec d'autres cavalières aussi. Souvent, on a un truc un peu abstrait, surtout quand on est cavalière de loisirs, on veut quelque chose d'un peu polyvalent, etc. Donc, allez creuser vers le truc qui vous fait vraiment vibrer. Le truc, vous avez des paillettes dans les yeux, le truc qui vous anime vraiment. Et même si c'est pas une discipline précise, il y a quelque chose dans la relation avec le cheval qui vous donne cette sensation-là. C'est ça qu'il faut aller chercher. Une fois qu'on a ce truc-là, on va décomposer pour le rendre réalisable, réaliste. Quand on a toutes ces étapes, ce qu'on oublie tout le temps, c'est comment on sait qu'on a validé ces étapes-là. Parce qu'on y arrive, mais qu'il faut regarder ce qui fonctionne. Et souvent, on se concentre un peu trop sur ce qui fonctionne pas. Ça, je vais vous le détailler un petit peu plus avec la méthode SMART, justement. Mais en général, c'est pour ça que vous m'appelez. Et c'est avec l'observation du comportement, la définition du comportement que vous attendez, que vous allez observer vos succès et vous autoriser à vous voir progresser. Parce que des fois, ça progresse, mais juste vous n'êtes pas prête à le voir. Et la dernière étape, bah, c'est de pratiquer. Il faut oser se lancer, il faut oser essayer, il faut se donner le droit à l'erreur parce que ça fait partie de l'apprentissage. Donc ça fait pas mal de trucs à réfléchir, à réaliser, à mettre en œuvre, mais en réalité, c'est pas si difficile quand on le décompose. La méthode SMART, c'est quoi? Je vais vous le redétailler parce que c'est vraiment pareil. C'est un outil de management à la base, mais qui est tellement applicable dans la gestion du cheval. Quand on met en place le plan de progression, je vous jure, ça change la vie quand on le suit. Donc, le S, c'est pour spécifique. Pourquoi vous voulez vous mettre cet objectif-là? Qu'est-ce que vous avez envie de réussir? Quel sens ça a pour vous en tant que cavalière, en tant que propriétaire, dans la relation avec votre cheval? Si vous ne savez pas à quoi sert l'objectif que vous avez mis, c'est qu'il ne sert à rien. Donc, il faut le retirer. Je vous le dis parce que souvent, on se met des contraintes, notamment dans le débourrage, dans l'éducation de son cheval, etc., en disant « Ah oui, mais les chevaux de cet âge-là, ils savent faire ça. » Oui, mais si vous, ça vous sert à rien dans votre relation avec votre cheval, vous n'avez pas d'obligation. Donc, ne vous mettez pas plus de pression que nécessaire. Ne mettez que ce qui vous sert. Vous allez voir que quand on a une logique de décomposition, au final, il y a plein de choses qui sont déjà acquises. Juste, vous y pensez même pas tellement c'est devenu habituel, routinier. Le M, c'est pour mesurable. Ça, c'est mon préféré. C'est à quoi vous voyez que vous avez réussi. Mais ça, vous l'oubliez tout le temps.
vous êtes capable de réussir, vous allez mettre plein de trucs en place, mais si vous n'êtes pas capable de le regarder, vous aurez toujours ce sentiment de ne pas y arriver, cette petite frustration-là. Et du coup, vous allez le répercuter dans votre relation avec votre cheval, parce que vous allez lui demander plus, différemment, vous allez changer de méthode, et cetera, pour essayer de mieux faire. Alors qu'en fait, le problème, c'est juste que vous n'avez pas su voir la progression et la réalisation. Et ça, c'est vraiment l'approche comportementale qui permet de le mettre en place. Le A, c'est pour atteignable. C'est ce que vous avez déjà mis en place qui va vous permettre d'y arriver. Vous avez déjà des chevaux qui ont des bases, qui ont un niveau d'éducation, qui ont des habitudes. Dans votre relation, il y a déjà des choses qui sont en place, une communication qui existe. Peut-être qu'elle est perfectible, mais elle existe déjà. Donc il faut vous appuyer sur ce que vous avez déjà construit. Ça sert à rien de vouloir repartir depuis le départ. Le R, c'est pour réaliste. Pour réalisable, pardon. C'est ce que vous allez pouvoir mettre en place de nouveau pour y arriver. Il y a ce que vous avez déjà fait, il y a ce que vous allez pouvoir faire. Donc, en gros, ça va être votre banque d'exercices. Le T, c'est pour temporel. Ce qu'on fait jamais en tant que propriétaire, c'est se mettre des délais. Sauf pour les cavalières de concours, parce que du coup, à un moment, il faut s'engager, il y a une saison de concours, etc. Mais en tant que cavalière de loisirs, on se dit jamais, là, à telle période, j'aimerais avoir fait ça. Sauf que si vous vous mettez pas de temporel, votre cerveau, il a toute une vie pour le faire. Et une vie, c'est long, donc on va pas le faire, en fait. Voilà. Ça, c'est des biais cognitifs auxquels on est tous sujets. Et donc, si on veut les contrer, faut tricher un peu. Faut se mettre des deadlines. Sans pression. C'est pas à tel jour, précisément, à telle heure, j'aurai fini. Mais si je veux partir en balade en cordelette à la plage, a priori, je vais pas y aller au mois de décembre. Voilà. Je vais peut-être y aller septembre, par exemple, un mois où il y aura moins de monde à la plage, mais où il fera beau. Ou au printemps, avant que la saison estivale commence. Mais donc, il y a une période propice à le faire. Notez-la. Et du coup, de cette période-là, va découler toutes les autres étapes que vous allez pouvoir faire. Si vous voulez partir au printemps, en fait, c'est en hiver qu'il faut commencer à travailler et à préparer cette sortie. Et comme ça, vous n'aurez plus qu'à profiter. Le E, avant, je le mettais pas, et en fait, je le rajoute de plus en plus, c'est émotionnel. Vous allez mettre en place plein de choses pour le bien de votre relation, pour l'écoute de votre cheval, pour la lecture de ses signaux, pour respecter son bien-être à lui. Mais qu'est-ce que ça va vous coûter à vous dans votre bien-être? Quel engagement émotionnel ça va vous demander? Typiquement, je vous l'ai dit, si vous voulez partir en cordelette à la plage cet été, c'est une bonne idée. Super, si c'est ce qui vous fait rêver, il faut aller vers ça, absolument. Faut pas le déléguer, faut pas l'oublier, voilà, il faut aller vers ça. Mais si au mois de décembre, par exemple, où ce serait l'idéal de commencer à travailler sur ce qui va vous aider à aller se mettre en cordelette pour pouvoir y aller en liberté, etc. Au mois de décembre, vous êtes complètement dépassé par les fêtes de fin d'année. C'est un truc, ça vous prend trop d'énergie, trop de temps, émotionnellement, c'est trop rempli pour vous. On commence pas à travailler à ce moment-là. Parce que du coup, si vous vous mettez de la pression, ça marchera pas, vous serez pas disponible. Typiquement, les périodes d'anniversaire, c'est pareil, en général, on est hyper prise, c'est pas les bons moments. Mais ça, c'est propre à vous, c'est hyper personnel. Mais il faut le prendre en compte dans votre organisation. Si vous n'êtes pas dispo, vous n'avez pas besoin de vous priver de votre cheval non plus. Il faut juste prendre en compte l'information que là, vous n'êtes pas 100% disponible émotionnellement. Pauline, c'est difficile pour le débourrage. Quand est-ce que j'aurai fini? J'en ai aucune idée. Ça dépend du cheval. Déjà, qu'est-ce qu'un débourrage terminé selon toi? Parce que pareil, ça c'est une définition qui va changer. En réalité, vous allez vous rendre compte avec cette logique-là que les définitions en équitation, elles sont très floues. C'est que des concepts un peu abstraits. Et donc, ça demande de se poser pour se dire, OK, on reprend sur le mesurable, à quoi je sais que mon objectif sera atteint? Si pour toi, c'est de pouvoir simplement monter dessus, avoir une vague direction et pouvoir démarrer au pas, voire au trot, voire au galop, très bien. Si pour toi, c'est pouvoir dérouler une reprise de dressage de tel niveau, tu sauras que tu l'as réalisé quand tu as eu ça. Dans tous les cas, il faut que tu le définisses. Il y a des gens qui vont dire, le cheval, il est débourré à partir du moment où il accepte le cavalier.
Il y en a, ils vont te dire, bah non, il faut un certain niveau d'éducation monté. C'est hyper personnel, en fait. Donc, il faut le définir. Mais cette définition, elle t'appartient. De même manière que ton cheval sur les papiers t'appartient. Tu as le droit, à partir du moment où tu respectes son bien-être, de faire ce que tu veux, de définir ce que tu veux. Donc, bah, autorise-toi à aller jusqu'au bout de ce droit-là et imaginer ce qui te parle à toi. Clémence, les deadlines m'ajoutent du stress. Alors, le stress, c'est pas toujours un truc négatif. Souvent, on parle du stress comme quelque chose d'hyper envahissant qui, du coup, nous bloque complètement. Ça, c'est pas du stress, c'est de l'angoisse, c'est de la peur, et ces émotions-là, elles vont te dire autre chose. Ce qu'il faut, c'est le but en fait avec cette deadline, c'est te mettre juste un tout petit peu de stress pour te motiver vers ton objectif, pour t'empêcher de l'oublier, de le mettre de côté. D'où le fait de définir une période par exemple. Si mettre une deadline trop précise, ça te stresse, évidemment, faut pas la définir comme telle. Mais c'est ton plan de progression, c'est toi qui choisis. Donc tu peux te dire, bah voilà, je voudrais que ce soit au printemps. C'est large le printemps. Donc tu as plusieurs mois pour pouvoir faire ce qui te fait envie. Vraiment, faut changer un peu d'angle de vue. Le stress, c'est pas un truc négatif. Le stress, c'est un truc qui te permet de te préparer à te mettre en action. Bah, typiquement, c'est ce qu'on cherche en fait. Donc, c'est pas du négatif. Par contre, si ça t'angoisse, si ça te fait peur, si ça te tétanise, c'est qu'il y a autre chose en dessous à gérer au niveau émotionnel. Et dans ce cas-là, il faut gérer d'abord le fameux E, qu'est-ce que ça te coûte émotionnellement, pour pouvoir ensuite t'apaiser sur le reste. Est-ce que du coup, ça répond un peu plus à ta remarque? Et est-ce qu'il y a des questions sur ce fameux plan de progression avec la méthode SMART? Vous êtes trop sage, vous dites rien. Oui, super, ça marche. Donc voilà, n'oubliez pas SMART au féminin. Souvent, on la voit sans le E, et en fait, il faut le E aussi. Et puis tant pis si on dit que les émotions, c'est un truc de femme, eh bien, acceptons-le parce que c'est une force énorme. Ok. Vous êtes prête à passer à la troisième clé, gérer son énergie et donc ses émotions. Alors, let's go. Je vais vous parler de la fameuse théorie des petites cuillères. Alexia, je connais les théories, mais j'utilise très peu. Je devrais me poser à le faire. Est-ce que du coup, la manière dont je te présente ces outils-là, Alexia, ça te parle un peu plus et tu te sens plus... T'as l'impression que ça sera plus facile à mettre en place? Ou ça te paraît encore un peu trop flou? N'hésite pas à me dire ça. Je te laisse me dire du coup, Alexia, si ça t'aide. N'hésitez pas à me dire du coup, chacune en commentaire là dans le chat, est-ce que c'est les clés que je vous ai présentées jusque-là, elles vous paraissent trop théoriques ou est-ce que du coup ça vous aide à vous projeter pour les utiliser dans la pratique? Si vous voyez pas, je vous donnerai des exemples pour les mettre en pratique. C'est plutôt clair. Je pense que je procrastine plutôt pour répondre à pourquoi j'ai un cheval et quels sont mes objectifs. Ah bah ça, je vais te parler de la formation, tu vas voir, ça va te parler. Souvent, quand on procrastine, c'est soit que c'est pas important. Et dans ce cas-là, juste faut pas se mettre de pression en fait. Si c'est pas important,
faut juste pas le faire, quoi. Faut pas mettre de l'énergie là-dedans. Ou alors, c'est que il y a quelque chose de sous-jacent à travailler avant pour débloquer et du coup, la tâche que vous procrastinez, elle vous coûte moins d'énergie. Parce que c'est plus ça vous demandez d'énergie, plus c'est dur de se mettre en mouvement vers ce truc-là. Et le cerveau est feignant, hein. Moins il met d'énergie dans un truc, mieux il se porte. Ça marche aussi avec les chevaux, hein. Le cheval est en mode économie d'énergie tout le temps. Et nous aussi, en fait. Non, c'est good, les exemples sont bien parlants. Top ça, Stéphanie. C'est parfois dur de définir des objectifs intermédiaires pour arriver à son but. Ouais, ça demande de se poser un petit peu et de prendre un peu de recul. Parfois, il faut juste se dire, alors moi, je fonctionne pas mal avec la visualisation, mais parfois, ça marche aussi juste de se dire, mais qu'est-ce que je sais déjà faire en fait? De repartir comme si votre cheval était un tout petit poulain qui n'avait jamais vu l'humain. Bah, qu'est-ce que vous lui apprendriez en premier? Plein de trucs, je suis sûre. Et ces trucs-là, en fait, vous lui avez déjà appris ou il les a déjà appris. En tout cas, vous les utilisez déjà dans votre communication, dans votre relation. Donc ça sert vos objectifs. Allez, on est parti sur la théorie des petites cuillères. Alors moi, je suis une grande fan de cette théorie, à titre personnel, mais du coup, de plus en plus à titre professionnel aussi, parce qu'en général, vous l'aimez bien aussi. La théorie des petites cuillères, elle a été imaginée par Christine Miserandino, si je dis pas de bêtises, en 2003, donc c'est un truc qui est, j'allais dire, assez récent, mais quand même une vingtaine d'années, pour expliquer les difficultés d'une amie à elle qui était en situation de handicap. Et pour expliquer que, bah, en fait, en étant en situation de handicap, elle avait une énergie limitée et elle ne pouvait pas faire toutes les tâches de son quotidien, ou elle devait en tout cas prioriser parce que, bah, du fait de son handicap, voilà, elle avait un nombre de cuillères limité. Elle a défini qu'il y en avait 12. Pourquoi 12, me demandez pas, j'ai pas l'information. Mais elle a défini, voilà, que son amie avait un stock de 12 cuillères d'énergie dans sa journée et que certaines tâches valaient une cuillère, d'autres en valaient 3, 4. Et que ben, il fallait qu'elle tienne compte de ce que chaque tâche du quotidien lui coûtait en petites cuillères parce que quand elle en avait plus, c'était terminé. Tout ce qui lui restait à faire, c'était salité, elle avait plus d'énergie. Et j'aime beaucoup cette idée que l'énergie est une ressource limitée. Il ne suffit pas de faire un effort pour avoir plus d'énergie. C'est pas vrai. Si vous en êtes à faire un effort, un petit effort en plus, c'est que vous êtes déjà bien bas dans votre stock de petites cuillères. Donc, on peut le voir sous forme de jauge, on peut le voir sous forme de cuillère, peu importe, mais l'idée, c'est de se dire, ok, mon quotidien, vivre, me coûte de l'énergie. Et c'est normal. Mais le but, c'est pas forcément d'arriver à une jauge à zéro à la fin de sa journée. Parce que si vous êtes à zéro tous les jours, ça veut dire que vous n'avez plus de temps pour vous. Vous n'avez pas de temps pour votre famille. Enfin, vous n'avez pas de temps, vous n'avez pas d'énergie. Et si ça se répète tout le temps, ça mène à ce qu'on appelle le burn-out. C'est-à-dire que vous êtes complètement pris dans un engrenage qui vous vide tous les jours, que vous avez de plus en plus de mal à recharger et ça ne fonctionne plus. Ça marche aussi en tant que propriétaire et c'est ce qui fait qu'on arrive parfois à des phases de j'ai plus envie d'y aller, j'ai plus envie de le voir, j'ai l'impression que ce qu'on fait ça sert à rien, que je suis pas une bonne personne pour lui. Parce que vous mettez toute votre énergie et qu'il vous en reste pas pour aller sur le un petit peu plus loin ou il vous en reste pas pour tout simplement profiter. Vous videz toutes vos cuillères sur le urgent et important et il vous en reste plus du tout pour le ni urgent ni important. Et ça, c'est un vrai problème parce que du coup, ça va se répercuter dans votre relation avec votre cheval. Vous aurez plus ces moments de partage qui font que vous aimez votre cheval. Est-ce que déjà dans l'idée, ça vous paraît clair? Je vais vous donner quelques petits exemples après. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui avaient déjà entendu parler de la théorie des petites cuillères? Ou est-ce que tu veux bien des exemples, ça marche? Je me retrouve bien dans les cuillères à zéro. C'est pas bon ça. Mais du coup, maintenant, tu vas pouvoir retrouver des cuillères.
En tant qu'humaine sans énergie, je compte les cuillères. J'ai jamais entendu parler. J'attends les exemples. J'ai jamais entendu. Ok, ça marche. Oups. Ok, on va se donner un exemple. Je commence ma journée avec 2 cuillères parce que j'ai bien dormi, voilà. Ça m'a rechargé. J'ai gagné des cuillères en plus parce que j'ai passé une trop bonne nuit. Mon chéri m'apporte le petit déjeuner. Ah bah alors là, mon stock de cuillères, il est explosé, hein. Ah, je suis au maximum. Je suis trop contente, je me réveille doucement, tranquillement, au rythme que moi j'aime. Nickel. Je vais au boulot, je travaille en open space, il y a plein de bruit. Bah ça me prend la moitié de mes cuillères. Je vais aux écuries, je dois donner la ration à mon cheval, et on l'a dit, ça me prend de l'énergie, même si j'adore le faire parce que c'est un moment privilégié, ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie, je repère une cuillère. Mais on fait un super câlin et je me sens hyper connectée à lui, j'ai regagné 3 cuillères. Bah, à la fin de ma journée, je suis pas à zéro. Donc je vais me coucher en étant hyper détendue, en étant bien. Peut-être que je vais être fatiguée physiquement, mais en tout cas, moralement, ben, si j'ai besoin, j'ai encore du temps pour moi. Je peux réfléchir à des choses sans m'angoisser, sans me stresser. Et du coup, je suis bien. Moi, je vais souvent au-delà de mon stock par peur d'être jugée. Ouais, souvent, il y a aussi ce côté-là. Sauf que être fatigué, c'est un droit. Ok? T'as le droit d'être fatigué. T'as le droit de pas tout faire. Et si t'es pas juste envers toi-même, tu peux pas l'être ni envers les autres, ni envers ton cheval. Je vais te donner un exemple très concret. Ce week-end, je me suis énervée contre mon cheval. Et je l'ai regretté, vraiment. J'en ai parlé sur mon compte perso. Pourquoi je me suis énervée? Parce que bah, là, je suis en pleine période de lancement, c'est bientôt la rentrée. Je fais beaucoup de choses en même temps. Et du coup, ben, mon stock de cuillères, en ce moment, il se vide pas mal. J'arrive à le recharger, je suis pas complètement à zéro, mais je suis vraiment limite, quoi. Et je me suis dit, bah, je vais faire une bonne séance quand même. Sauf que du coup, j'arrivais plus à voir qu'on progressait. Le fameux mesurable de mon plan de progression. J'arrivais plus à le voir parce qu'il me manquait la petite cuillère qu'il fallait pour pouvoir faire les choses sereinement. Résultat, je me suis énervée contre mon cheval. Du coup, j'ai culpabilisé. Du coup, j'ai perdu encore plus de cuillères. Donc, en voulant en faire plus pour faire bien, ben, du coup, j'ai perdu encore plus. Moi, déjà, ça m'a épuisé plus. Mon cheval, bon, lui, ça va, il s'en est pas voulu. Il m'en veut pas non plus. Tout va bien. Mais du coup, bah, c'était pas juste pour lui. Et franchement, je suis pas fière des images que ça fait derrière. Donc finalement, en voulant faire mieux, ben, c'est pire pour tout le monde. Être juste envers soi-même, c'est le plus juste pour les autres aussi. Ceux qui sont pas capables de le voir, ils n'ont rien à faire dans ton entourage. C'est tellement récurrent cette fatigue que j'ai peur qu'on me dise que c'est juste de la fainéantise. Si les gens sont pas capables de comprendre que ton stock d'énergie est tel qu'il est, qu'ils sont pas cette bienveillance et cette compréhension, c'est leur problème, mais c'est pas le tien. C'est hyper dur de se détacher de ça pour une raison très simple, c'est que nous sommes des animaux sociaux, comme nos chevaux. C'est un peu notre grégarité à nous. Et bah, demandez à un cheval grégaire de quitter son groupe, vous allez voir, vous allez avoir des signaux de stress. Et ça s'apprend de quitter son groupe pour un cheval. De la même manière que pour nous, ça s'apprend aussi. Donc ça, c'est ton signal de stress, tu vois, à toi. Comme tu l'aurais chez ta jument, par exemple, quand elle quitte son groupe. Et ben, il faut juste la rassurer en disant que bah si, ça va aller. En plus, tu fais partie du groupe Tegu, donc tu vois, tu as des gens qui vont te soutenir. Tu as le droit d'être fatigué. Et tu vas voir qu'il y a une période de transition, en fait, quand on commence à gérer son énergie, il y a une période où on fait plus rien, ou en tout cas beaucoup moins de choses. Parce que justement, il faut d'abord reconstituer ce stock de cuillères. Une fois qu'on l'a reconstitué, on va plus mettre son énergie dans les mêmes choses. Typiquement, je travaille en open space et j'ai plein de bruit, bah peut-être que je vais mettre des bouchons d'oreille. Peut-être que je vais mettre mon casque, peut-être que je vais négocier avec ma hiérarchie pour pouvoir mettre de la musique, comme ça j'ai plus le bruit autour de moi. Peut-être même que je peux demander un bureau, en fait, juste que par défaut, ils le font pas. En tout cas, du plus petit aménagement du bouchon d'oreille, ce qui normalement ne peut pas vous être refusé, jusqu'au plus gros aménagement, il y a toujours des choses à mettre en place pour limiter la perte d'énergie. Parce qu'a priori, elle est au boulot, vous ne pourrez plus ne plus le faire. Sinon, vous allez avoir du mal à nourrir le petit tonnerre. Donc, on n'abandonne pas tout, mais on aménage pour réguler cette gestion de l'énergie.
Et ça, ben, du coup, tu vas perdre moins d'énergie. Donc finalement, tu en auras plus. Mais il faut accepter de passer par cette phase-là de d'abord on reconstitue. Une fois que c'est reconstitué, on priorise. Et là, du coup, la matrice Eisenhower, elle est vraiment là pour ça. On s'entoure de personnes qui sont bienveillantes, compréhensives, même s'il y en a moins, même si ça fait peur de refaire son entourage, parce que c'est ça aussi qui va vous permettre de faire le reste sereinement. Et ça marche dans les écuries aussi, surtout quand on y passe beaucoup de temps. Vraiment, pour le coup, je le vois énormément de gens qui essayent de bien faire, mais qui essayent de bien faire surtout par rapport à ce que le coach dit, alors que ça leur correspond pas forcément. Et du coup, bah, ça leur coûte plus d'énergie. Alors que finalement, ils ont l'impression que ça va être plus dur, mais de dire au coach, bah non, moi, j'ai pas envie de faire comme ça, et bah, ça coûte plus d'énergie une fois. Mais après, on est tranquille. Donc, c'est une gestion de l'énergie qui est différente. Et pareil, quand on a l'impression que sur le bord de la carrière, les gamines, elles sont en train de regarder, de juger. Ben, du coup, on n'est plus complètement dans ce qu'on fait. Et petit à petit, en fait, on vide le stock de cuillères juste en imaginant ce que les autres sont en train de se dire. Et donc, de travailler sur la gestion des émotions et sur cet environnement-là, ben, ça va vous aider à mieux gérer votre énergie, de vous reconcentrer sur votre relation avec votre cheval pour prendre plus de plaisir et retrouver cette passion-là avec lui. Est-ce que ça répond à toutes vos questions? Est-ce que vous voulez d'autres exemples? Plus d'exemples ou c'est bon avec ça? Non, c'est clair, je connaissais pas ce concept. Est-ce que tu penses que tu vas l'appliquer, Chloé? Celui-là, il est un petit peu plus abstrait. C'est vraiment un exercice, tu vois, dans la to-do list de se rajouter que ça. Au moins, si ça vous coûte de mettre une flèche, par exemple, vers le haut ou vers le bas, en fonction de si ça vous aide à augmenter ou à baisser votre stock de cuillères ou d'énergie, c'est déjà un truc qui va vous aider à prioriser. Même si vous mettez pas le nombre exact de cuillères, c'est pas grave. De toute façon, si à la fin de la journée, vous arrivez avec une énergie vraiment à zéro, vous allez vous en rendre compte. Et du coup, bah, vous allez aménager petit à petit par rapport à ça. Alors, on part avec combien de petites cuillères chaque matin? Est-ce que c'est propre à chacune? Comme dit, c'est une théorie qui a été basée sur le cas d'une personne qui part avec 12 cuillères du fait de son handicap. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est propre à chacune parce que déjà, ça dépend de la valeur que vous allez donner aux différentes tâches. Pour estimer ton stock de cuillères, le mieux c'est de reprendre ta to-do list, mais vraiment sur les actes du quotidien. Je me lève, est-ce que ça me prend une cuillère? Je m'habille, est-ce que ça me prend une cuillère? Je me fais mon petit-déj, je pars au boulot, je prends les transports en commun ou je prends la voiture. Voilà, de vraiment tout décortiquer comme ça. Et tu fais ça sur juste, allez, on va se dire 3 jours. 3 jours, une semaine, vraiment, tu prends 3 jours type et tu vois à la fin de ta journée. Si tu arrives à zéro, ben, c'est que tu as épuisé tout ton stock. Donc, si tu arrives à zéro et que tu es épuisé, c'est qu'a priori, ton stock, tu l'as bien estimé. Si tu arrives à zéro alors que tu te sens complètement vidé, ben, c'est que tu l'as sous-estimé. Et inversement, si dans tes notes, tu arrives à zéro, mais que toi, tu sens qu'il te reste de l'énergie, ben, il faut que tu fasses l'adaptation. Donc, ça vaut le coup de se le noter petit à petit. Tu fais ça vraiment sur 3 jours, une semaine max, et tu vas voir que tu auras estimé ton propre stock de cuillères à toi. Mais le truc, c'est que ça dépend de la valeur que tu donnes aussi aux tâches quotidiennes. C'est clair. Mais du coup, je me questionne. Est-ce que c'est à ma jument de me remonter mon énergie? Parce que c'est souvent le cas. Je dois passer par l'écurie avant de rentrer à la maison pour remonter l'énergie et être agréable. Ça lui donne un rôle qui n'est peut-être pas le sien. Alors, ça pour le coup, c'est hyper personnel et ça va varier en fonction de chacune. Euh, mais c'est un truc que j'entends souvent. Je pense que si tu as besoin de passer par là, c'est que avant d'arriver aux écuries, ton stock il est déjà un peu trop bas. Donc peut-être que dans ton quotidien, tu peux faire des petits aménagements, ne serait-ce que t'octroyer peut-être un peu plus de pause, prendre le temps de respirer, de souffler,
ou bah, peut-être voilà, de temps en temps te couper un peu du bruit environnement, des petites choses comme ça. Trouver des petits aménagements pour arriver avec un stock un peu moins bas. Et oui, c'est possible que d'aller voir ta jument, ça t'aide à remonter ton stock. Ça veut dire que tu as une activité ressourçante. Il n'y a pas qu'en dormant ou en passant au lendemain que tu peux ressourcer ton énergie. Sinon, bah déjà, personne partira en vacances, ça servirait à rien, tu vois, pour revenir sur le thème du départ. Donc oui, carrément, ça peut être ressourçant. Est-ce que c'est son rôle à elle? Bah peut-être. Moi, je suis assez partisane de l'idée que les chevaux sont dans nos vies pour une raison. C'est-à-dire que nous, on les choisit autant que eux nous choisissent. Il y a une vraie réciprocité. Et ils ont des choses à nous apporter autant que nous, on a des choses à leur apporter. Parfois, on a des phases où nous, on a un peu plus de trucs à leur apporter. Parfois, c'est un peu le contraire. Des fois, voilà, c'est un équilibre qui est dynamique. Donc, peut-être que oui, c'est le rôle de ta jument. Maintenant, est-ce que elle, ça lui coûte des cuillères de te remonter le moral? Si oui, c'est que la relation n'est pas à l'équilibre. Si non, bah, ça veut dire que tu as une relation descendante, mais de ta jument vers toi. Parce que c'est une mauvaise chose, pas forcément. Si toi, tu lui apportes du confort dans l'autre sens, ça veut dire que bah, tu as une relation à l'équilibre, où vous vous montez toutes les deux. Top. Donc voilà, essaye d'évaluer un peu ce truc-là. Mais c'est complètement OK. C'est ressourçant, en effet, d'aller voir nos chevaux. Merci, je comprends mieux. Il faut trouver des activités ressourçantes. Aller voir les chevaux, en général, c'est une activité ressourçante. Mais au-delà d'aller voir son cheval, c'est qu'est-ce qui est ressourçant quand ils sont avec vous? Est-ce que c'est le fait de partager quelque chose, de se sentir en connexion? Dans ce cas-là, bah, il faut aussi adapter vos séances, par exemple. Parce que si vous avez besoin de remonter de l'énergie en allant faire une séance pour ressentir cette connexion-là, mais que la séance se passe pas comme vous voulez, au final, vous allez encore plus descendre votre niveau d'énergie. C'est là qu'on arrive à de la frustration, de l'énervement, des choses comme ça. Est-ce que c'est le fait d'avoir du temps? Parce que souvent, quand on est avec nos chevaux, on passe dans l'instant présent, on arrête de se projeter, on souffle, on respire, sans même s'en rendre compte. Bah ça peut ressourcer. Et dans ce cas-là, bah, peut-être que d'intégrer des petits moments de méditation ou juste vous replonger dans ce moment-là avec eux, ça peut vous aider dans votre journée à remonter un tout petit peu votre énergie. Donc voilà, toutes ces choses-là, finalement, être avec son cheval, ça veut tout et rien dire en même temps. Donc essayez d'identifier ce truc-là et vous allez voir que vous allez retrouver des activités ressourçantes. Il y a être avec votre cheval et dans être avec votre cheval, il y a plein de trucs différents. Pauline, elle mange quand elle me voit, donc elle est ravie. Donc vous êtes à l'équilibre, vous remontez toutes les deux d'énergie, tout va bien. Perso, c'est de vivre l'instant présent qui me ressource, d'être avec elle. Carrément. C'est juste sa présence qui m'apaise. Ok. Donc Clémence, Jade, c'est ton doudou. Je rigole, mais souvent ils ont un peu ce rôle-là aussi quand même. Ça peut être aussi sensoriel, le fait de, comme dit, on a souvent des vies qui sont très remplies, très rythmées, très animées, avec beaucoup de bruit, beaucoup de choses. Et des fois, juste, bah, on est aux écuries, il y a moins de bruit, et de juste les caresser, on repasse sur des sens qu'on utilise moins dans notre quotidien. Sauf si vous êtes ma soeur ou ostéo, bah là, je suis désolée les filles. Mais en tout cas, c'est un sens différent, et du coup, mais ça peut nous ressourcer justement par l'utilisation de ces sens-là en calmant un peu les autres. Voilà. Est-ce que vous avez un peu plus de questions? Vous avez l'air d'être OK sur les exemples que j'ai donnés. Super complet, pas de questions. Bah écoute, parfait alors. C'est un ancrage. Ouais, souvent c'est ça aussi, effectivement. OK, ça marche. Les trois clés que je vous ai présentées aujourd'hui, elles font partie de la formation Kwaereki Sensio. C'est des clés que j'ai développées au fil de mon expertise sur le terrain, pour le coup. Comme dit, il y a des outils que j'ai découverts d'autres façons, notamment dans la gestion d'entreprise, et que j'ai transposés et que j'ai traduit finalement en termes de relation avec le cheval. L'idée de cette formation-là,
pour moi, c'est vraiment de vous aider à mieux lire votre cheval pour construire une relation sans frustration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en général, en tant que propriétaire, on se remet beaucoup en question parce qu'on veut bien faire, parce que c'est justement quelque chose qui nous aide à nous ressourcer, donc on a envie de leur rendre l'appareil. Mais que toutes ces questions-là, eh ben, elles alimentent plutôt la charge mentale, alors que c'est votre cheval qui a les solutions et qu'il attend juste que vous les preniez. Donc, ça, c'est vraiment le but de la relation. Et bénéfice secondaire, ça vous aidera à devenir une gardienne plus sereine, sans souffrir justement de ces remises en question-là. Je vous récapitule les 3 clés qu'on a vues du coup ce soir. La première, c'est la matrice Eisenhower et la to-do list un peu améliorée, renforcée. Donc ça va vous aider à lister vos besoins pour mieux les prendre en compte, diminuer la charge mentale pour organiser vos besoins. La deuxième, c'est le plan de progression avec la méthode SMART. Le but, du coup, c'est d'évoluer avec son cheval en tenant compte de tous les facteurs, de se voir progresser, de voir comment avancer avec lui, tout en respectant son engagement émotionnel et aussi celui de son cheval, évidemment. Et le troisième, la théorie des cuillères pour pouvoir gérer son énergie et donc ses émotions. Parce qu'en général, quand on est fatigué, on tombe beaucoup plus vite dans la colère, la frustration, la tristesse, etc. Et du coup, on est moins connecté au sentiment de joie qui est celui qu'on a envie de partager avec son cheval, tout simplement. Ça, c'est les 3 outils principaux que je vous ai présentés ce soir et qui vont vraiment vous aider à préparer votre rentrée équestre sans vous oublier, en étant sereine et en ayant une relation équilibrée. Et tout ça, c'est des clés que je vais vous transmettre, qu'on va approfondir et qui sont qu'une petite partie finalement de ce qu'on voit dans la formation Quaereki Sensio. Avant de vous en dire un peu plus, on va passer à la suite. En fait, il y a 2 formules sur la formation et je vais vous présenter d'abord la formule autodidacte. C'est vraiment une formation qui est pensée pour se suivre en autodidacte, en autonomie, mais aussi avec un accompagnement. La manière dont elle est organisée, je suis sûre que ça va vous parler, c'est basé sur 3 chapitres qui sont les piliers de Quaereki, compréhension, communication et connexion, avec un chapitre d'introduction. Toutes celles qui m'ont parlé que définir les objectifs, c'était compliqué, c'est vraiment l'objectif. Définir des objectifs qui sont justes et cohérents pour vous et votre cheval et qui répondent à votre rêve. Même s'il n'est pas encore bien défini, bien précis, il existe. Et un objectif, c'est pas juste sortir sur 1,20 m. C'est pas un vrai objectif, ça, en fait. C'est ressentir, par exemple, la connexion avec son cheval. Et ça peut passer par l'image de partir en liberté, en forêt, en randonnée. Ça peut être enchaîner 1,20 m de manière fluide. Ça peut être dérouler une reprise de dressage en cordelette. Ça peut être plein d'images différentes. Ça peut être partir à la plage. Mais il est important de se reconnecter avec ce qui vous fait vibrer, en fait. Le premier chapitre, du coup, donc ça c'est le chapitre 0, c'est la base qu'on va mettre en place ensemble. Le premier chapitre, c'est la compréhension, donc établir des bases saines et sereines, pour reprendre un petit peu de recul sur qu'est-ce que c'est qu'être une bonne gardienne? Comment je fais pour être la gardienne que je rêve que mon cheval est? Parce que j'ai le droit d'être cette gardienne-là pour mon cheval. Il n'aura pas forcément mieux ailleurs, c'est pas vrai. Le deuxième chapitre, c'est la communication. Comment on construit une relation réciproque avec une pratique éthique qui répond à mes envies de cavalière et mes besoins de propriétaire. Et le troisième chapitre, c'est la connexion, comment j'intègre la gestion des émotions, celle de mon cheval, c'est pas toujours évident, il y a des chevaux qui sont plus sensibles, plus émotifs que d'autres, et la gestion des émotions que moi je ressens, pour avoir une connexion qui soit profonde et que je puisse vraiment me reconnecter avec ça. Et le dernier chapitre, c'est une ouverture vers ces rêves que vous n'avez pas encore osé formuler, parce que c'est important de vous autoriser cette progression-là. Du coup, c'est une formation qui est sur 5 mois avec un module qui s'ouvre toutes les 2 semaines. Et on a une visio collective par mois. Comme je vous disais, l'environnement qui soit bienveillant, constructif, c'est hyper important. Les filles de Tego, c'est le moment, balancez. Bonne soirée, Chloé. Et donc, évidemment, un groupe WhatsApp pour continuer de pouvoir échanger entre vous. Cette formule-là, elle est à 100 € par mois.
sur la durée de la formation. Et elle vous permet vraiment d'avoir ce mix-là entre toutes les clés et les outils pratiques. Et justement, ces réflexions qui peuvent vous manquer et cet environnement bienveillant pour vous autoriser à avoir cette évolution-là. Dans chaque module, vous avez des vidéos qui s'écoutent aussi en format audio. On a dit qu'on avait des to-do list à rallonge, hein. Je vous vois, j'ai les mêmes. Donc, si vous écoutez pas mal de podcasts en voiture, en allant au boulot, en allant voir vos chevaux, les vidéos, elles sont pensées aussi dans ce sens-là, pour justement ne pas vous rajouter de charge. Il y a aussi un petit workbook pour vous accompagner vers la pratique. Et évidemment, on a les visios pour aller plus loin dans ces réflexions-là. Pauline, je fais partie du groupe Tego. C'est vraiment enrichissant. Donc, une formation complète comme celle-ci, ça doit transformer. Ouais, c'est vraiment l'objectif, d'avoir vraiment l'évolution dont vous rêvez. Je vous lis le petit avis de Salomé qui avait bénéficié d'un accompagnement à distance aussi. Ce que j'ai aimé dans ton accompagnement, c'est que tu prends vraiment le temps de t'adapter aux objectifs et aux méthodes du couple. J'ai eu l'impression de découvrir une autre facette de l'équitation où tout ce qu'on ressent à sa place. Vos émotions, comme je l'ai dit, c'est un allié dans votre relation. Si aujourd'hui vous avez l'impression que c'est un peu un frein, c'est que c'est l'occasion de travailler dessus pour que ça devienne au contraire un outil dans votre évolution. Et vous allez voir que ça va vraiment engendrer une... C'est qu'il y a un vrai potentiel en fait pour augmenter la connexion que vous pouvez ressentir avec votre cheval. La deuxième formule qui est possible, c'est la formule renforcée. Donc ça, c'est vraiment l'objectif, l'idéal finalement, quand on veut vraiment quelque chose de personnalisé. Tout ce qui est compris dans la formule autodidacte, évidemment, vous y avez accès. Mais en plus, vous avez une visio et une analyse vidéo par module. Donc ça fait 2 prestations en plus par mois où on parle juste de vous et votre cheval. Pour celles qui sont dans mon secteur, on peut aussi transformer ces suivis à distance par une consultation présentielle, par exemple. Donc ça, c'est du cas par cas. Mais je tenais vraiment à avoir cette adaptation-là et ce côté sur-mesure parce que ça fait partie des valeurs de Query. Et je vous dis l'avis de Océane, qui fait aussi partie de l'accompagnement en Tego. On a commencé par un suivi à distance et on s'est rencontrés à l'occasion d'un stage personnalisé en janvier. Ce que j'ai le plus aimé dans cet accompagnement, c'est le suivi. Ton but est de nous transmettre du savoir sans nous bousculer, en nous donnant la possibilité de le faire à notre manière pour qu'on l'adapte facilement avec notre cheval. Voilà, je pense que tout est dit. Mon objectif, c'est pas de révolutionner votre quotidien. C'est de l'améliorer, c'est que votre quotidien vous serve dans ce que vous avez vraiment envie d'accomplir et que cette charge mentale que vous avez aujourd'hui, ces émotions qui peuvent vous peser, finalement, elles deviennent au service de votre relation. Je réfléchis encore entre autodidacte et renforcé. Ben, je ne peux que t'encourager vers la formule renforcée parce qu'on se connaît déjà. Mais dans tous les cas, il y a la possibilité d'upgrader de la formule autodidacte à la formule renforcée. Donc, pas de pression non plus. Pauline, quitte à le faire, autant la renforcer. Bah voilà, j'ai rien de plus à dire, franchement. Allez, petit bonus. Ça, c'est un peu la partie communication, marketing, stratégie, parce qu'on m'a dit qu'il fallait le faire. Déjà dans un premier temps, vous voyez, moi aussi, je regarde les autres. Et parce que ça avait du sens de vous remercier de votre confiance. Donc, je suis transparente avec vous. Il y a un premier objectif marketing qui est de vous aider à vous décider, parce que plus on attend, moins on le fait. Il ne faut pas procrastiner. Et aussi pour vous remercier de votre confiance. Donc, vous avez 24 heures pour bénéficier de l'early bird jusqu'au 31 août. Pour toutes les inscriptions, je vous offre une analyse vidéo en plus. Donc, une analyse vidéo tout seul, c'est 70 €. Donc, tu vois, si tu posais la question de la formule renforcée, tu payes 90 € de plus par rapport à la formule autodidacte, mais tu as 2 analyses vidéo qui sont prévues. Donc, en fait, tu as un suivi à tarif préférentiel.
Après, tu fais ce que tu veux et comme dit, il y a la possibilité de passer d'une formule à l'autre. Mais par rapport au tarif, bah, ça reste vachement avantageux. En sachant que, de petites infos en parlant de tarifs, actuellement, la formation, elle sort 30% moins cher que sa valeur réelle parce que c'est la première session, parce que j'ai besoin de vos retours, parce que bah, moi aussi, je fais des trucs où je suis pas forcément 100% confiante, mais que je tenais vraiment à vous mettre toutes les clés. La formation, elle va continuer d'évoluer et vous aurez toujours accès, si vous vous inscrivez sur la première session, à toutes les évolutions. L'accès, il reste à vie. Et puis, je vais vous mettre le lien directement dans le chat. Ne bougez pas. Hop. Du coup, je sais plus ce que je disais par contre. La formation, elle reste accessible à vie. Donc, vous allez la suivre au fur et à mesure que les modules vont s'ouvrir, que les visioconférences vont avoir lieu, mais vous pourrez toujours revenir sur les modules au fur et à mesure. Elle reste vraiment disponible pour vous accompagner. Le lien, il est déjà ouvert, donc si vous voulez vous inscrire maintenant pour bénéficier de l'Early Bird, bah, let's go, c'est parti. Les places sont limitées. Pourquoi? Bah, là, pour le coup, c'est pas du tout du marketing, c'est que je tiens à vous accompagner individuellement, même sur la formule autodidacte. Je veux avoir le temps de répondre à vos questions, un peu comme on l'a fait ici, mais vraiment d'avoir le temps d'approfondir, comme je le fais avec les filles du groupe Tego. Et pour ça, bah, il faut que ce soit à taille humaine. Donc, les places sont limitées. À la base, j'avais dit 8 places. J'en ai déjà 7 en préinscription. Donc, je pense que je vais ouvrir un tout petit peu plus de place, mais il n'y en aura vraiment pas beaucoup plus. Donc, bah, je peux que vous recommander de vous inscrire rapidement si c'est quelque chose qui vous parle. Je reste évidemment disponible pour répondre à toutes vos questions, parce que bah, l'échange, c'est la valeur clé de Kwae Reiki, je pense que vous l'avez compris. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions, soit sur ce qu'on a vu sur les 3 clés, les 3 outils, soit sur la formation? Vous pouvez ouvrir les micros ou parler dans le chat, il n'y a pas de problème. Coucou Émilie. C'est Clémence, hein, mais de toute façon, je crois que c'est marqué. Je voulais savoir, euh, ouais, je pense que dans un premier temps, je vais prendre la formule autodidacte, quitte à l'upgrader après. Ouais. Le truc, c'est que là, je vais avoir pas mal de dépenses là tout de suite. La semaine prochaine, on va chercher une voiture avec mon compagnon. Donc, il y a le prix de la voiture plus la carte grise à payer. Donc, C'est cool, ça. je voudrais voir ce qui me reste à ce moment-là avant de m'inscrire. Mais je suis quand même très intéressée. Les inscriptions, elles sont ouvertes jusqu'au 10 septembre parce que la formation, elle commence. Le premier module, il est accessible à partir du 10 septembre. Donc là, du coup, ça vous laisse une dizaine de jours pour vous inscrire. L'Early Bird, il est disponible jusqu'au 31 août minuit, donc jusqu'à vendredi soir et samedi matin, quoi. Donc voilà, en fonction de ça, il faut que tu gères ton budget en fonction de ce qui est OK pour toi. Et il y a complètement la possibilité d'upgrader au fur et à mesure en fonction de tes besoins, en fonction de tes envies, en fonction de ton budget. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vous bloque parce que sinon vous allez vous rajouter une charge mentale et c'est contre-productif. Donc comme dit, la formation, elle sort 30% moins cher que sa valeur et j'ai fait ça de manière le plus accessible possible. Mais ça reste hyper personnel, donc c'est à chacune de décider ce qui lui convient. Donc, je pense que je vais faire ça parce qu'on va, je te dis, on va chercher la voiture la semaine prochaine. Donc, une fois qu'on aura tout lâché pour la voiture, je pense que je m'inscrirai à ce moment-là parce que ça m'intéresse quand même vachement, quoi. Ça marche. Bah, n'hésite pas, de toute façon, si tu as besoin, on en reparle. Euh, Oui, Toi, il me semble que tu avais demandé une préinscription, donc je te garderai, je bloquerai les inscriptions s'il reste plus qu'une place. Et puis, du coup, en fonction, bah, soit je la réouvrirai si tu peux pas t'inscrire, ou sinon, bah, elle te sera réservée. d'accord. Bon, bah, c'est ce que je voulais savoir. Bah, sinon, super intéressant, comme d'habitude, hein. Merci beaucoup.
Alexia, j'ai pas de questions. Merci beaucoup, Émilie, pour ces échanges. Je fais une formation longue, donc ça sera pas pour moi cette année, mais je sais que je vais te revoir très vite. Merci pour ton envie de partage. Avec plaisir, Alexia, pour te revoir. Je mettrai d'ailleurs les dates des prochains déplacements, je pense, dans une newsletter qui arrivera et en story à la une. Parce que du coup, j'ai moins de disponibilité là, cette année. Mais, euh, mais j'en ai quelques-unes quand même. Donc, je vous mettrai tout ça. Un déplacement dans le sud, bah, dès la semaine prochaine. Un jour, tu me répondras oui. Dès la semaine prochaine, je pourrais te dire quand est-ce que je reviens dans le sud. Pas de questions, mais c'était hyper intéressant. Merci, Émilie. Bah, merci à toi, Marine. Oui, Pauline, en plus, t'es la seule du groupe Tego que j'ai pas encore vue. Il faut que je rencontre Triana. Donc, oui, oui, t'inquiète. Il y aura un déplacement dans le sud, je pense au printemps. Mais je sais pas encore quand exactement. Donc, ça sera soit les vacances de février, soit les vacances de printemps. Mais je vous redirai ça. Le sud, à chaque fois, vous me motivez des mois à l'avance. Vraiment, déjà l'année dernière, c'était le cas. Ok, ça marche. Bah, il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée. Ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec vous. J'espère que ces trois clés vous auront inspiré, vous auront aidé, vous auront guidé dans vos réflexions. Je mettrai le replay disponible et pour celles qui le verront en replay, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à venir discuter. Il n'y a aucun problème. Je reste disponible pour ça. Et puis bah voilà. Si vous avez encore quelques questions, les filles, on peut se prendre encore 5 minutes pour échanger. Et puis sinon, bah, on aura réussi à faire une conférence en 1 heure et demie. C'est déjà pas mal, hein, Stéphanie. Merci, c'était très intéressant. Bonne soirée. Bonne soirée à toi, Stéphanie. Cool pour le Sud, Clémence. Bah, tu vois, typiquement, Clémence, si tu upgrades la formation et que je passe dans le Sud à ce moment-là, on peut le faire passer, on peut faire passer l'upgrade là-dessus. Pauline, merci. Comme d'habitude, c'était très bien. Merci, Pauline. Mon petit cœur du Maine fond. Bon, et ben, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Merci encore pour votre bienveillance, pour votre écoute, pour ces échanges hyper enrichissants à chaque fois. Prenez soin de vous. On se rappelle, c'est le meilleur moyen de prendre soin d'eux. Laura, merci, c'était très intéressant. Bonne soirée. Bisous les filles. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt sur Quoi Reiki. Salut!